L'ambassadeur John Herbst, depuis plus de 3 décennies, est à l'avant-garde de la diplomatie, de la sécurité et des affaires internationales américaines. Diplomate de carrière ayant atteint le rang de ministre de carrière, l'une des plus hautes distinctions du service diplomatique des États-Unis, l'ambassadeur Herbst a servi en tant que représentant américain. Ambassadeur des États-Unis en Ouzbékistan à une période de montée en puissance stratégique pour l'Asie centrale, puis en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Pendant la Révolution orange, à un moment décisif dans le développement démocratique du pays. Son engagement a dépassé le cadre de la diplomatie. Au sein du gouvernement américain, au département d'État, il a occupé le poste de coordinateur pour la reconstruction et la stabilisation, dirigeant les efforts civils américains, pour aider les pays sortant de conflits et d'instabilité. Il a également été directeur du Centre pour les opérations complexes à l'Université nationale de la Défense, contribuant à renforcer la coopération entre les institutions diplomatiques, civiles et militaires dans la gestion des crises internationales. Lauréat de certaines des plus hautes distinctions du service public américain, l'ambassadeur Herbst est aujourd'hui largement reconnu comme l'un des principaux experts américains sur l'Ukraine, la Russie, la sécurité eurasiatique, ainsi que sur les défis posés par la désinformation, les opérations d'influence et la guerre hybride. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur principal du Centre Eurasie de l'Atlantic Council. Alors, Ambassadeur Hertz, nous sommes ravis d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Merci, avec plaisir. La première question que j'aimerais aborder concerne votre passé. Donc, vous avez commencé votre carrière de diplomate dans la diplomatie en 1979. Ouais. Alors, pourquoi avez-vous choisi la voie de la diplomatie? Et à quel moment avez-vous compris que vous vouliez approfondir la question de la désinformation et l'influence de l'information et en apprendre davantage, comme comprendre comment cela fonctionne de manière systématique, etc. Très bien. Comme beaucoup de garçons de ma génération, je m'intéressais à la guerre. Et je me souviens, vous savez, vers 7 ou 8 ans, de lire tout ce que je pouvais sur la Révolution américaine, la guerre de Sécession, puis plus tard sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'étais au collège, donc vers 13 ans, je me souviens avoir lu sur les négociations pour mettre fin au conflit à Chypre. Je me suis dit: «C'est intéressant». Et quelques années plus tard, au lycée, j'ai découvert qu'il existait une carrière de diplomate. Et j'ai lu plusieurs livres de George Kennan. Et je me suis dit: «Peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire». Et j'ai étudié les relations internationales à l'université, ce qui était rare à l'époque, au début des années 1970, parce qu'il y avait très peu de programmes de relations internationales. L'université de Georgetown avait une école consacrée à la diplomatie. C'est là que j'ai étudié. Et à partir de là, je suis devenu diplomate de carrière. À la fin de notre entretien pour le podcast, j'aurai une question sur George Kennan. On va y venir. Mais oui, donc maintenant, si on passe au sujet de la désinformation, et plus précisément de la désinformation russe, dans vos écrits, vous avez en fait soutenu que le but de la désinformation n'est souvent pas simplement de convaincre les gens d'un récit particulier, mais de saper la confiance dans l'existence même de la vérité objective. Et Pourquoi cette stratégie s'est-elle révélée si efficace au XXIe siècle? Eh bien, c'est que une raison importante est que, de toute évidence, la culture occidentale, américaine et européenne, est profondément sceptique. Et si la culture des élites valorise le scepticisme, alors il est relativement facile de semer le doute. Parce que vous vous adressez à un public qui est sensible à ce genre d'arguments. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu, vous savez, dès les tout premiers jours de la guerre de Moscou contre l'Ukraine, je parle de 2014, lorsque les Russes ont abattu l'avion de ligne malaisien à l'été 2014, la désinformation russe diffusait toutes sortes de récits différents afin de détourner l'attention du véritable récit. Il s'agissait d'un missile russe relativement sophistiqué, le Buk, qui a été utilisé pour abattre cet avion de ligne. Si l'on parle du terme lui-même, le terme de propagande, n'est-ce pas? Il est donc devenu particulièrement important au XXe siècle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui distingue la propagande russe moderne des formes antérieures de propagande? Et pourquoi est-elle particulièrement dangereuse aujourd'hui? Il y a beaucoup de similitudes entre la propagande soviétique et la propagande que nous voyons aujourd'hui.
Il s'agit d'informations ou de fausses informations qui sont assemblées pour servir les objectifs de politique étrangère d'une puissance agressive. Or, les circonstances des années 1930 et 1940, par exemple, sont très différentes de celles d'aujourd'hui. À cette époque, une part importante de l'élite occidentale était encline aux idéaux communistes, ou du moins socialistes. Donc, on diffusait des informations destinées à les inciter à s'opposer aux politiques des gouvernements occidentaux, que Moscou n'appréciait pas. Aujourd'hui, comme on venons de le dire, on a une vision du monde différente, où le scepticisme joue un rôle très important. Et donc, ils utilisent des techniques différentes, conçues, encore une fois, dans le même but d'influencer des élites pour faciliter la réalisation des objectifs de politique étrangère de Moscou, même si ces objectifs nuisent à la sécurité américaine ou vont à l'encontre des valeurs occidentales. Vous, Vous avez déjà, en gros, je pense, répondu à la question suivante, mais peut-être aurez-vous quelque chose à ajouter. Parce que c'est très intéressant. Quel est le véritable objectif de la désinformation russe? Nous comprenons qu'il s'agit d'influencer, comme vous l'avez dit, la politique étrangère. Les politiques et la réalisation de leurs objectifs. Mais au final, s'agit-il principalement de convaincre réellement le public de la position russe? Ou s'agit-il plutôt d'accentuer la polarisation, d'affaiblir la confiance? encore une fois, si l'on remonte au siècle dernier, en tout cas jusqu'en 56, lorsque Khrouchtchev a prononcé son discours secret sur tous les crimes de Staline, mais même après cela, une part importante de l'élite occidentale était encline à considérer Moscou comme n'étant pas, ou que le communisme n'est pas un phénomène particulièrement malfaisant et dangereux, ce qui permettait de s'appuyer sur ce soutien pour les mobiliser à nouveau contre les efforts des gouvernements occidentaux pour combattre le communisme. Aujourd'hui, il n'existe pas de public similaire prêt à adhérer à ce type de récit du Kremlin. Et donc, encore une fois, ils agissent dans un climat de doute. Et ensuite, l'idée est de faire en sorte que la vérité dérangeante ne soit pas reconnue. Parce que si la vérité dérangeante sur ce que le Kremlin prépare était bien comprise, les politiques visant à contrecarrer les objectifs du Kremlin, à empêcher Moscou d'atteindre ses buts, deviendraient bien plus fortes. Donc les temps ont changé, les tactiques ont changé. Mais l'utilisation des ressources de l'État, la diffusion de certains éléments d'information, vrais ou fausses, cela a toujours existé. Vous avez vous-même apporté une contribution significative à la lutte contre la désinformation et la propagande russe, ainsi que contre leur influence aux États-Unis et en Europe. Et ici, je voudrais soulever la question des États-Unis et du fait que depuis 2016, les États-Unis ont pris certaines mesures pour se développer et perturber les opérations d'influence russe, y compris des actions contre les comptes liés aux trolls russes, aux fermes de bots, aux réseaux, etc. Pourtant, les divisions politiques et sociales que nous observons, la polarisation qui ne cesse de croître actuellement, continue de s'accentuer aux États-Unis. Et si on parle aussi de l'Europe. À quel point les États-Unis et l'Europe sont-ils vulnérables aujourd'hui à la désinformation russe? Et quelles mesures concrètes les démocraties, les sociétés devraient-elles prendre pour être, en somme, plus résilientes face à cela de nos jours? Je ne veux pas exagérer l'impact des campagnes d'information russes. C'est réel, c'est dangereux. Et l'un de leurs objectifs est de semer la discorde au sein des sociétés de leurs adversaires, y compris aux États-Unis. Mais il y aura toujours des raisons internes plus importantes, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs, qui créent des tensions dans ces pays. Donc j'hésite à tout mettre sur le dos du Kremlin. Je pense que ce serait une erreur, mais ils jouent tout de même un rôle. Et ils sont capables de repérer, ils consacrent énormément d'argent et beaucoup de ressources humaines à cela. Ainsi, ils peuvent repérer les tensions et insérer leurs récits dans ces sociétés pour les exploiter. Et la meilleure défense contre cela, c'est de prêter une attention particulière aux récits russes. Et franchement, ils ne cachent pas leurs récits. Ce qu'ils essaient d'injecter dans la société américaine, la société allemande, c'est là, sous nos yeux, dans les médias d'État russes ou sur les réseaux sociaux russes ou dans les déclarations de personnes qui jouent un rôle dans la politique russe. Je veux dire, Surkov à l'époque, avant d'être banni du Kremlin, Peskov encore aujourd'hui et d'autres. Et donc, on commence à comprendre ce qui se passe.
Et il faut aussi que des personnes en Occident deviennent expertes dans ce domaine pour les dénoncer. Et il est également utile que les gouvernements occidentaux soient conscients du problème afin qu'ils puissent eux aussi apporter leur contribution pour contrer les récits du Kremlin. Mais là, il y a un problème. Pour en parler franchement, pour un gouvernement, cela revient à alerter sa propre population sur un problème qui émane d'une puissance étrangère. Et si vous êtes un homme politique, peut-être très intelligent, mais qui manque de courage, il se peut que vous ne vouliez pas que cette information soit rendue publique. Je veux dire, l'un des problèmes pour faire face à l'agression du Kremlin en Ukraine, c'est que nos dirigeants ont un État réticent qui joue sur l'opinion publique américaine. À quel point, premièrement, l'activité russe est immorale, mais aussi, deuxièmement, dangereuse. Parce qu'alors la question naturelle, c'est: et qu'est-ce que vous faites à ce sujet, monsieur? Et si vous êtes frileux à l'idée d'une confrontation avec une puissance nucléaire agressive, alors vous ne voulez pas de ça. La politique de l'administration Biden face à l'agression russe en Ukraine n'a été que suffisante parce qu'ils avaient peur de dénoncer le Kremlin de manière très claire, ce qui aurait nécessité une réponse plus ferme. Le président Trump a eu sa propre approche particulière envers Vladimir Poutine, ce qui nuit également à la clarté. Je vais dire, parfois, il parle de la Russie comme d'un adversaire, par exemple quand il évoque le Groenland ou Cuba, mais quand il s'agit des endroits où l'activité de la Russie est la plus dangereuse, comme l'Ukraine ou l'Europe, on n'entend pas la Russie être qualifiée d'adversaire. Donc, cela ne permet pas non plus de bien comprendre le danger, dont les opérations d'information ne sont qu'une partie. Nous avons déjà abordé le sujet de l'Ukraine. Et ici, j'aimerais discuter du fait intéressant que vous avez soulevé. Et c'est en fait l'une des leçons. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a été préparée, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'espace informationnel. Et pendant des années, Moscou a présenté la guerre dans le Donbass comme un conflit civil, plutôt qu'une opération dirigée par le Kremlin. Donc ici, la question est, à quel point la société américaine prend-elle actuellement au sérieux la menace d'une influence étrangère à travers la guerre de l'information? Et à quel point, selon vous, cette menace pourrait-elle être significative pour la sécurité nationale des États-Unis? C'était Ah, vraiment incroyable et frustrant. Presque pendant toute la période précédant la grande invasion russe de l'Ukraine, en regardant les médias occidentaux, surtout en 2014, 2015, 2016, parler de conflit entre les groupes pro-russes en Ukraine et le gouvernement à Kiev. Comme je l'ai souligné à l'époque, je le souligne encore aujourd'hui. Le soulèvement massif dans la région du Donbass a été minutieusement planifié, largement financé, lourdement armé et même directement encadré depuis la Fédération de Russie. Mais une raison importante pour laquelle cela servait de point de référence aux médias respectés aux États-Unis et en Europe, c'est que les gouvernements, leurs gouvernements, refusaient de l'affirmer clairement. Mais vous savez, le premier président de la République populaire du Donbass était monsieur Baradï, vous savez, un polytechnicien de Moscou. Et le premier ministre de la Défense était, vous savez, le colonel Girkin Strelkov, n'est-ce pas? Un aventurier du FSB. Donc cela révélait la supercherie à quiconque voulait bien ouvrir les yeux. Mais je pense que la faiblesse des reportages provenant, encore une fois, des médias de prestige était due à la lâcheté des politiciens. Et en tant qu'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, selon vous, qu'est-ce que l'expérience de l'Ukraine a fondamentalement enseigné au monde entier? Quelles leçons tirer de l'expérience de l'Ukraine face aux opérations d'influence russe? Les États-Unis et l'Europe devraient-ils prendre très au sérieux aujourd'hui? Je ne sais pas si les leçons de l'Ukraine sont facilement transposables. Je dis cela parce que la Fédération de Russie exerçait une influence et une présence dans tout le paysage médiatique ukrainien de manière extrêmement stratégique et redoutablement efficace. Pas forcément uniquement jusqu'à la prise de la Crimée, mais même pendant toute la période de la révolution de Maïdan et des tensions qui ont suivi. Une guerre russe moins oppressive, je veux dire, avant la grande invasion. Je veux dire, vous savez, quand je suis devenu ambassadeur à Kiev en 2003, je dirais que la télévision russe était plus influente en Ukraine que la télévision ukrainienne.
Et Poutine était de loin l'homme politique le plus populaire en Ukraine. Et même après la révolution orange, Poutine restait le politicien le plus populaire dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Il n'a jamais été populaire à l'Ouest, mais il était le politicien le plus populaire au centre du pays, c'est-à-dire à Kiev et tout le long. Tout le long du Dnipro, que ce soit depuis Odessa, bon, Odessa c'est le sud, mais que l'on parle de Zaporizhia ou de Dnipro et en remontant jusqu'à Soumy, Poutine était populaire. Pas autant que dans l'Est et le Sud, mais après la révolution orange, il l'était moins, car les gens ont compris qu'il essayait de manipuler l'élection de 2004. Et encore une fois, la télévision russe avait une influence considérable dans l'Est et le Sud, jusqu'à la grande invasion. Et cela l'a détruite. Je me souviens que je lisais ce que vous suggériez à l'époque concernant les médias russes. Ze- Je veux dire, en Ukraine. Et à quel point ils sont importants pour que les médias en Ukraine soient indépendants et qu'il n'y ait aucune influence des médias russes en Ukraine. Comment l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a-t-elle changé, en gros, la façon dont les États-Unis et l'Europe perçoivent la dissuasion, les alliances et la sécurité à long terme? Jusqu'à la grande invasion, il était clair que les grandes puissances occidentales étaient très faibles face à l'agression russe en Ukraine. Et c'est absolument incroyable qu'à ce jour, Angela Merkel n'ait aucun regret concernant sa gestion de cette question. Cela ne fait pas honneur à la chancelière. Mais je veux dire, l'Allemagne a fait un virage à 180 degrés. Ouais, c'était vraiment un virage à 180 degrés après la grande invasion, hein, la Zeitenwende. La Zeitenwende de Scholz n'était pas une vraie Zeitenwende, mais c'était un pas dans la bonne direction. Et Merz poursuit désormais une politique vraiment sensée. Pour la première fois, nous avons un vrai leadership en Allemagne. Les Britanniques ont toujours été fiables. Les Français, non. Macron essayait toujours d'aller à Moscou et de négocier avant la grande invasion. Et il a complètement changé de cap juste après cela. Et on a vu cela dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Mais il a fallu la grande invasion, qui est déjà bien avancée. Ils auraient dû comprendre cela dès que la Crimée a été annexée. Et les États-Unis ont été meilleurs que la plupart des pays européens à cette époque, mais ce n'était quand même pas formidable. Et j'ai déjà parlé du refus de Biden d'énoncer clairement et de façon cohérente le danger que représentait l'agression du Kremlin pour les États-Unis. Il le mentionnait de temps en temps, mais seulement de temps en temps. Et la politique n'a jamais reflété l'ampleur du danger. Et Trump, encore une fois, a vraiment été à part. Et si on revient aussi à la guerre de l'information et à la désinformation, aujourd'hui, l'espace informationnel de base est saturé de désinformation, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens, honnêtement, ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et au lieu de lire des analyses très sérieuses, et là je parle de la population générale, au lieu de lire des analyses sérieuses, ils se tournent vers les réseaux sociaux, où la Russie, en gros, sait très bien comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et là-bas, elle agit en fait de manière très efficace. Donc ici, j'aimerais poser une question sur le concept de blanchiment de récits. Alors, comment les récits russes passent-ils des réseaux sociaux et des espaces marginaux vers des médias plus respectables, ou même dans les discussions politiques actuelles? Et que peuvent faire les journalistes sérieux et les institutions pour éviter de répéter ou même de légitimer involontairement la désinformation? Eh bien, ici aussi, c'est une nouvelle situation. Je veux dire, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 50 ans. Mais le mode de fonctionnement de base, aujourd'hui, est assez similaire à celui qui existait à l'époque de l'Union soviétique. À l'époque aussi, le Kremlin cherchait à faire passer ses points de vue dans les médias de prestige en Occident. Et il commençait par publier des articles dans de petits médias, que ce soit en Inde ou quelque part en Afrique. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ont commencé à répandre l'idée que les États-Unis avaient créé le sida et l'avaient propagé dans le monde entier. Tout a commencé par des articles dans de petits médias du tiers-monde dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux alimentent les médias traditionnels. Donc maintenant, on utilise cela. Et encore une fois, le Kremlin a développé une expertise dans ce type de mouvement médiatique, de circulation de l'information à travers les médias. Il y a 100 ans. Et aujourd'hui, il l'applique dans de nouvelles circonstances. Ouais, mais encore une fois, si vous avez des gens intelligents dans le secteur privé,
Je pense au monde universitaire et aux ONG qui comprennent ces enjeux et qui y prêtent attention. C'est une façon de lutter contre cela. Mais tout commence par une position claire des gouvernements, ce qui encourage aussi les grands médias à voir les choses telles qu'elles sont. Mais nous n'avons pas eu le meilleur leadership sur les questions de sécurité nationale depuis Bush père, à mon avis. Nous, aux États-Unis. Et comment voyez-vous, par exemple, quand vous avez mentionné que, disons, les ONG ou le monde universitaire peuvent contrer cela, n'est-ce pas? Et en gros, travailler dessus s'ils comprennent le problème. Alors concrètement, quelle est la manière de le contrer? Il y a beaucoup de gens intelligents aujourd'hui. En Occident, aux États-Unis et en Europe, on parle des opérations d'information russes. Donc le savoir existe. Le problème, c'est que, comme pour tout, toute personne qui essaie de s'informer sur des sujets aujourd'hui est submergée par l'information. Donc ce n'est pas si simple, même pour des gens intelligents qui essaient de se pencher sur un sujet, de savoir où trouver la bonne information. Mais encore une fois, il y a différents centres et universités et d'autres institutions qui écrivent à ce sujet. Donc il y a pas mal d'informations disponibles. Et je pense qu'aux États-Unis, nous ne sommes pas en mauvaise posture concernant la désinformation russe. Même s'il est vrai qu'il existe des poches au sein du Parti républicain qui ont adhéré au récit russe, il y a aussi des poches moins importantes dans le Parti démocrate qui ont adhéré au récit russe. Et il y a un nombre assez important d'Américains qui ne sont pas forcément affiliés à l'un ou l'autre parti et qui ont été exposés au récit russe. Et c'est regrettable que, du moins pendant un certain temps, en remontant à la fin des années 2010, les questions liées à l'Ukraine soient devenues un sujet de division partisane entre républicains et démocrates. Toute l'affaire, vous savez, du fameux entre guillemets appel téléphonique Trump-Zelensky en 2019, puis la procédure de destitution qui a suivi. Quel est le problème? Je pense que nous arrivons en fait à notre dernière question. Et comme je l'ai dit au début, je voudrais donc soulever ici une question à propos du long télégramme dont George Kennan avait mis en garde. Et il disait que Moscou chercherait vraiment les points faibles. Dans les sociétés occidentales, exploiter les divisions, la lassitude, la méfiance et les conflits sociaux. Et dans ce sens, la réponse n'était pas seulement de réagir à Moscou, mais aussi de rendre la société américaine plus forte et plus résiliente. Donc, selon vous, pensez-vous que cette logique s'applique toujours aujourd'hui? Et en gros, les campagnes d'influence étrangère peuvent-elles s'approfondir? Des divisions qui existent déjà, même si elles ne les ont pas créées. Et en gros, la guerre de l'information peut-elle affaiblir un pays sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? Eh bien, bien sûr, l'information, la désinformation, une campagne médiatique ciblée peuvent affaiblir un pays sans aucune référence aux armes. L'analyse générale de Kennan reste valable, qu'il existe une puissance hostile qui ne nourrit que les pires intentions pour l'avenir des États-Unis, menant ici des opérations d'information. Et il est important que nous comprenions cela et que nous prenions les mesures appropriées. Encore une fois, cela commence par une politique gouvernementale solide. Et Kennan est l'une des raisons pour lesquelles nous avions une politique gouvernementale solide à la fin des années 1940 et par la suite. Je ne pense pas que notre politique actuelle face à ce danger soit aussi bonne qu'elle l'était à l'époque. Il y a 60, mon Dieu, plus de 75 ans, ou même il y a 60 ans d'ailleurs. Mais elle est certainement meilleure qu'elle ne l'était en 2014-2015. Oui, merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir de vous parler. Flic, Kovacs, merci d'avoir répondu à toutes les questions et je vous souhaite le meilleur. à vous aussi. Merci.